Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Lisa Harel, je suis directrice du réseau des professionnels du numérique et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, deuxième table ronde qui se tient dans le cadre de la démarche de la Convention citoyenne pour le numérique responsable, une initiative innovante menée par la mairie de Poitiers. Et tout de suite, je vais proposer à Alexandra Bénard, vous êtes conseillère municipale déléguée au numérique responsable, et Madame Ombeline Dagicourt, vous êtes première adjointe à la démocratie locale, à l'innovation démocratique et à l'engagement citoyen. Je vais vous demander de bien vouloir nous expliquer un peu en quoi consiste cette convention citoyenne et dans quel cadre est-ce que vous la mettez en place. Madame Bénard ? Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, cette convention citoyenne pour le numérique responsable, elle fait suite à une délibération que nous avons prise fin septembre de cette année. Tout d'abord sur un moratoire sur la 5G, une demande de moratoire sur la 5G. Puis nous avons souhaité en fait nous saisir de l'opportunité que constituait ce questionnement social, sociétal, pour aller plus loin sur la réflexion et questionner plus largement le rôle du numérique actuellement dans nos sociétés. Donc, dans le cadre de cette convention citoyenne pour le numérique responsable, nous allons travailler donc avec 30 personnes, 30 poitevins, qui vont être recrutées donc, ou qui ont été recrutées donc, par l'IFOP et qui vont avoir accès à des formations par des spécialistes des sujets donc, du numérique, aussi bien en santé, en éducation, en économie, en technologie pure, des sensibilisations donc sur les enjeux, les limites, les risques et les opportunités que constitue le numérique pour qu'ils puissent se faire un avis. Et à l'issue donc de ces différentes sensibilisations, ces 30 participantes et participants pourront produire des préconisations pour l'élaboration du plan d'inclusion numérique responsable qui sera mené par la ville de Poitiers pour les 6 années à venir. Oui, bonsoir à tous. Et effectivement, comme l'a rappelé Alexandra Bénard, la question du numérique elle est aujourd'hui prépondérante dans nos quotidiens, dans notre vie quotidienne. Mais c'est un secteur qui est évidemment plein d'opportunités. En même temps, une transition numérique qui serait incontrôlée pose des problématiques d'ordre écologique, social, énergétique, démocratique. Et en fait, si vous me permettez, dans cette introduction, je vais m'autoriser à quitter ma casquette d'élu pour prendre ma casquette d'historienne cette fois-ci, puisque je crois qu'une approche historique peut aussi nous permettre de mieux comprendre notre rapport actuel au numérique et aussi expliquer la genèse de la démarche qu'on a entreprise autour de la Convention citoyenne pour le numérique. Donc la façon en fait, dont on aborde le numérique plus généralement au quotidien, et notamment la question des innovations technologiques, c'est une façon qui est très largement façonnée par une vision très déterministe, positiviste du progrès. Et donc, ça a eu pour effet souvent de devoir exclure la question technologique du débat politique. Or, il serait faux de considérer que la question technologique, elle est en dehors de tout rapport social, de tous enjeux économiques, et en dehors de rapports de pouvoir. Donc la question du numérique, c'est aujourd'hui une question qui est éminemment politique. Et les choix technologiques, ce sont des choix avant tout de société. Et aujourd'hui, on est vraiment confronté à une question finalement, qui est celle de quel avenir souhaitons-nous collectivement par rapport au numérique ? Évidemment, est-ce que l'on souhaite plus de technologies, des technologies plus rapides, plus performantes ? Est-ce que c'est désirable ? Est-ce que c'est souhaitable au regard des enjeux qui sont des enjeux de soutenabilité et aussi d'inclusion ? Et accepter de débattre de ça, accepter de se poser ces questions, qui sont des questions d'ordre philosophique, des questions même éthiques, eh bien, c'est accepter de ralentir et également accepter de rompre avec une sorte de présentisme, c'est-à-dire un rapport au temps qui est un rapport d'immédiateté, de court-termisme, pour pouvoir au contraire prendre conscience et s'interroger de nos impacts à moyen terme et à plus long terme. C'est s'interroger aussi sur nos imaginaires tels qu'ils ont été forgés depuis le 19e siècle, et puis s'interroger sur nos modes de vie, pour pouvoir choisir
collectivement, démocratiquement, les besoins, mais aussi les inspirations, les aspirations de notre société. C'est cette réflexion collective que l'on a souhaité engager avec la municipalité. Et donc cette réflexion, elle prend la forme de 3 dispositifs, la Convention citoyenne pour le numérique responsable, mais également des tables rondes, c'est le cas aujourd'hui ce soir, une prochaine table ronde qui aura lieu d'ailleurs le 3 juin prochain, qui sera consacrée au thème du Big Data. Et puis enfin un dernier dispositif qui sont des cahiers d'acteurs qui seront mis à disposition du monde associatif, des entreprises, des acteurs de quartier, voilà, des acteurs du territoire pour que chacun puisse aussi contribuer à sa manière et avec son propre regard et son expérience. Donc c'est une démarche qui est inédite à l'échelle de Poitiers, qui est ambitieuse, innovante. Et eh bien, je souhaiterais aujourd'hui remercier la CNDP. Nous avons 2 garantes qui nous accompagnent tout au long de cette démarche. Également les membres d'un comité de suivi et de pilotage qui en font partie. Et puis également remercier très vivement les services, tous les agents qui sont mobilisés, pleinement investis dans la réalisation de cette démarche. Et puis enfin remercier ce soir tous nos intervenants. Je suis absolument certaine que cette table ronde sera un véritable succès. Merci beaucoup à toutes les deux. Effectivement, vous le disiez, on Beline, le sujet s'aborde sous plusieurs angles, des angles très, très différents. Quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je me suis posé la question de quels sont, pour moi, en tant que directrice du réseau des professionnels du numérique, les enjeux et les défis du numérique sur l'environnement, la société, la santé. Et donc, j'ai pensé sur l'aspect santé, à ce que la technologie permet au maintien des personnes âgées à domicile ou des personnes malades. J'ai pensé aux téléconsultations, j'ai pensé à ces intelligences artificielles qui nous permettent aujourd'hui de détecter certaines maladies. J'ai pensé à tous ces objets connectés qui nous permettent de vivre au quotidien ou nos assistants du quotidien, mais aussi à ces objets qui nous permettent d'anticiper les conditions climatiques. Et puis j'ai pensé dans le contexte que l'on vit aujourd'hui à tout cet accès à la connaissance, au télétravail, au téléenseignement, et à cette source de divertissement que peut constituer aussi le numérique. Et puis rapidement, j'ai pensé à ces 17% de la population française en situation d'électronisme, à un chiffre qu'on entend régulièrement, c'est les 4% d'émissions de gaz à effet de serre produites, issues en tout cas des productions et des consommations numériques au niveau mondial. Et puis j'ai pensé aussi à tous ces débats qui sont d'actualité sur les risques psychosociaux et l'usage des écrans, des réseaux sociaux notamment. Et je crois que des tables rondes comme celles qui nous sont proposées ce soir sont vraiment des éléments importants pour se faire un avis, à être en capacité d'avoir des choix éclairés. Que je pense sincèrement, et c'est mon point de vue, et ça on pourra le confronter aussi, que la technologie peut permettre des choses absolument fantastiques, mais finalement, comme à peu près tous les sujets, c'est peut-être une question de bon sens et de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Donc merci à vous, merci à la mairie de Poitiers, et je vous propose d'accueillir nos intervenants. Alors, Guillaume Pitron, vous êtes journaliste, documentariste et auteur du livre La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Marion Coville, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et des communications à l'Université de Poitiers, sociologue du numérique, et vous avez travaillé sur les enjeux liés qui associent les questions du genre au numérique. Et également sur les nouvelles formes de précarité du travail en lien avec l'essor des plateformes au sein du projet TechLab. Michael Ferrec, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez créé une société dans le web dans les années 98, avant les années 2000. Oui, tout à fait, c'est ça. Et une société qui est devenue un éditeur de logiciels, vous avez cédé vos parts en 2017, pardon, pour créer la start-up Inspire, qui aujourd'hui propose des solutions de sauvegarde de données
En pair à pair. Mais oui, alors on va employer le terme de distribuer. Merci, voilà. Et en effet, c'est bien ça, on développe une solution de sauvegarde de données, donc à l'intention des professionnels, des entreprises, des organisations, des collectivités, évidemment. Et vous nous la présenterez tout à l'heure, merci. Très volontiers. Et puis, Laurence Vanin, vous êtes philosophe, chercheuse à l'Université Côte d'Azur, directrice du comité éthique et déontologique de l'INR. Vous êtes titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique. Alors d'abord, merci à tous les 4 d'avoir répondu présent à cette invitation. Et je vous propose de commencer avec vous, Laurence, peut-être par nous parler de cette Smart City, un mot qu'on entend régulièrement quand on associe la notion de ville et de numérique. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu ce qui se cache derrière ce terme ? Alors, je crois avec le micro. Moi, je vous entends très bien. Là, vous m'entendez ? Ouais, c'est parfait. Bon, super. Merci. Donc voilà, d'abord, je disais donc bonjour à tous et je tiens précisément à vous remercier de m'avoir invité. C'est que la ville de Poitiers, je suis très heureuse de pouvoir intervenir en tant que philosophe parce que je trouve qu'on n'implique pas assez les sciences sociales, les sciences humaines et la philosophie au cœur de ces débats de la Smart City et puis surtout des grands enjeux du numérique. Et je suis très heureuse que vous m'interrogiez en gros sur cette question de qu'est-ce qu'une Smart City. D'abord, je pense que c'est un projet et ce projet, là, comme tout projet, nous amène à nous placer dans l'avenir et on est dans une sorte de futurologie. Et en même temps, cette futurologie ne doit pas être de la science-fiction puisque nous entrons dans l'ère d'un pragmatisme. Nous devons envisager les événements qui ponctuent en réalité les façons d'être et de vivre des populations. Et c'est sur la base de certains axiomes, j'appelle ça des axiomes parce que ce sont des présupposés. On estime par exemple qu'il va y avoir donc il va falloir repenser la ville du futur parce qu'il va y avoir une concentration des individus vers les villes. Personnellement, j'en suis pas absolument persuadée. Je pense qu'il y aura aussi de l'horizontalité et des gens qui iront vers les villages. Et moi, j'aime utiliser le terme de smart village aussi. Je pense qu'il faut donner du sens à tous les territoires et pas simplement aux grandes villes. Et donc, qu'est-ce qu'une smart city ? Le mot smart, c'est un peu un mot valise qui veut dire intelligent, connecté, mais intelligent, malin. Le malin, c'est un peu aussi rusé. Et dans le rusé, il n'y a pas forcément que de l'enthousiasme ou de l'optimisme. Donc, ça veut dire aussi rusé au sens de nauséabond, celui qui est malin et qui serait plutôt du style à détourner les choses ou être un peu menteur. Voilà. Bon, faut réfléchir à ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qu'une smart city ? Projet qui vise 2050, ce qui sous-entend que les populations qui auront 10 ans en 2050 ne sont pas encore nées. C'est dire l'importance qu'il y a à s'impliquer aujourd'hui dans les projets Smart City et dans les usages liés à l'intelligence artificielle et au numérique, parce que nous préparons l'avenir. En même temps, je tiens à dire que le modèle du futur, en changeant totalement nos paradigmes, un peu comme on a pu voir lorsqu'on en est arrivé à l'écriture. Vous savez, et à la lecture, on a complètement changé de mode aussi. On était dans l'oralité avant. On peut penser à la Grèce antique ou d'autres peuples ou d'autres pays. Mais surtout, ça veut dire que quand on est rentré dans l'écriture, eh bien, on a changé la façon de penser. Et je pense que le numérique est des façons d'être dans la ville. Pardon ? Non, on a eu un petit lag de réseau. Mais il me semble que c'est bon, vous avez été coupé 2 secondes. Alors ça va. Donc je disais, on est donc dans l'idée on est dans une révolution au même sens que l'écriture a révolutionné les pratiques. Et bien là, le numérique va tout changer. Donc la Smart City envisage, comme je le disais, la surpopulation, donc de la mobilité, parce qu'il va y avoir des flux urbains, et dans ces flux urbains, il faut penser non seulement une mobilité des piétons, une mobilité avec les véhicules, une économie d'énergie, parce que bien évidemment, si on concentre des individus sur un même lieu, on consomme beaucoup, donc il faut prévoir de l'énergie avec des smart grids, c'est-à-dire penser des bâtiments intelligents. Protection de l'environnement, c'est une des priorités aussi, parce que si on veut changer de modèle, c'est que justement, on espère que le prochain sera plus adéquat à nos modes de vie et à nos modes de consommation, avec cette idée aussi de ville durable.
avec du recyclage, avec de l'implication des citoyens dans les projets et dans les écoquartiers. Et puis, eh bien, c'est le sujet que vous voulez aborder aujourd'hui, la question de la santé, avec non seulement la prévention, l'activité, le bien-être, mais aussi tout ce qui est pratique sportive, et avec le citoyen qui s'implique dans sa pratique, puisque faire du vélo aujourd'hui, même si c'est du vélo électrique, c'est déjà se mettre en mouvement et donc décider de prendre soin de soi. Et puis, avec tout ça, on envisage aussi les normativités, c'est-à-dire qu'est-ce qui va normer tous ces usages, toutes ces nouvelles pratiques et tous ces secteurs. Et dans cette normativité, on envisage bien entendu les rapports de gouvernance, parce qu'il va falloir repenser qui va gouverner tout ça. Alors, bien sûr, ça change les pratiques vis-à-vis des politiques, à mon avis, l'arrivée du numérique dans la ville, mais surtout, on va être dans une efficacité économique recherchée, avec une efficience sociale que l'on recherche aussi, la ville inclusive, résistante, on parle beaucoup de résilience. Enfin, vous voyez, tout est assez positif dans la manière de poser le sujet, bien que derrière tout ça, pour ma part, en tant que philosophe, je me dis que la ville connectée, c'est sûr que l'intelligence artificielle va permettre l'amélioration et des conditions de vie pour beaucoup. Mais en même temps, il faut être vigilant parce qu'on sait très bien que derrière les grands, les intelligences artificielles et derrière les grandes multinationales qui vont mettre en œuvre tout ça, je pense aux GAFA, mais on peut penser aussi au côté chinois, pas seulement du côté des Américains, mais enfin bref, les GAFA qui vont pouvoir avoir une sorte de puissance cachée, parce que bien entendu, l'intelligence artificielle nous amène à des algorithmes. Il y a quelque chose qui se passe en filigrane derrière. Et puis surtout parce que la ville du futur est une ville dans laquelle il me semble que le citoyen sera transparent. Transparent, pourquoi? Parce que bien tout simplement, à partir du moment où il se connecte, et on peut le localiser, quand il fait des recherches sur Internet, on sait sur quel site il a été faire ses recherches. Vous cherchez une crème solaire, le lendemain, vous avez tous les maillots de bain et puis toutes les serviettes de plage. Ça veut dire que vous êtes prévisible. Pour moi, on est la somme de nos algorithmes, et ce qui peut être embarrassant. Ensuite, souvent, quand on commande des choses, on sait que ce sont des intelligences artificielles qui nous demandent à nous, humains, de justifier ou de préciser que nous ne sommes pas des robots. Donc, vous voyez, il y a une sorte déjà de mise en scène dans laquelle, tacitement, nous sommes en train de sombrer vers une forme d'habitude, de pratique et d'usage qu'il faudra peut-être à un moment donné contester ou en tout cas piquer un peu pour qu'on puisse les repenser à notre façon. Et puis, bon, je reviens à mon sujet, c'est la ville qui va devenir ville écran. C'est-à-dire que moi, je vais être un citoyen transparent dans ma maison, comme un citoyen de verre, mais en même temps, tout mon rapport à la ville et au bâti, c'est-à-dire aux immeubles, va être totalement changé puisque tout va être tactile. Et là, je me dis, dans cette vision de l'IA, qui, je le rappelle, est un ensemble d'algorithmes qui imite, on va dire, la fonction cognitive de l'homme, mais qui n'est pas, enfin, qui simule la pensée, qui simule l'impression et le sentiment, parce que l'IA ne ressent rien. Quand vous mettez une IA dans un ordinateur, enfin, ou dans un robot, le robot peut vous dire j'ai mal, mais il ne ressent rien, ce n'est qu'une machine. Ce qui veut dire que quelque part, nous avons toutes ces interfaces qui vont habiller la ville va devenir un écran tactile qui va interagir avec l'humain, et cet humain qui va être entre guillemets parfois trop docile ou peut-être parfois trop soupçonneux à l'égard de cette ville qui va apparaître par des écrans, eh bien montre que la ville va faire sens autrement, qu'il va y avoir toute une part aussi de l'activité qui va être invisible aux 3/4 des individus, et on se retrouve dans la situation où il va falloir éduquer les citoyens. Parce que bien évidemment, si on reste dans l'électronisme, si on reste dans l'ignorance, si on ne sait uniquement se servir d'un ordinateur pour jouer ou pour échanger quelques mails, eh bien les générations futures, vu la multiplication des objets connectés dans la cité, ben, sera peut-être un peu embarrassée par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'en fait, on pense que la ville du futur est une ville du futur qui va poser des problèmes, non seulement de liberté, peut-être aussi de sécurité, mais j'ai envie de dire que dans la sécurité, on est un peu complice malgré tout, puisqu'on souhaite aujourd'hui que la ville soit sécurisée, qu'elle résiste de plus en plus aux tsunamis, aux tremblements de terre et aux attaques en tout genre, y compris terroristes. Ce qui veut dire que quelque part, l'humain, c'est toujours le même humain du début de la philosophie, qui était soucieux de son devenir, qui a peur pour lui-même et qui cherche à se rassurer, qui a peur de la mort. Nous sommes des êtres mortels, on a peur des lointains. Et c'est vrai que la promesse, entre guillemets, de la Smart City, c'est aussi de permettre de protéger davantage les individus. Donc là aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'effectivement, ça sera une protection, ou est-ce que
à un moment donné, on ne va pas s'aliéner, c'est-à-dire renoncer à nos libertés, pensant être dans une sécurité absolue, alors qu'en réalité, on le sait, nous sommes des êtres vulnérables, fragiles, et malheureusement, nous sommes mortels, et la Smart City ne changera pas forcément, ne changera pas forcément le sens de cette situation. Donc le rapport aux objets connectés, pour moi, m'interpelle beaucoup en tant que philosophe, et je vais juste lancer ça, et puis après je passerai la parole, parce que je sais que vous reviendrez sur ces questions après. Pourquoi ça m'intéresse beaucoup? Parce qu'en tant que philosophe, quand je m'adresse à des robots, ou quand je m'adresse à des intelligences artificielles qui m'accueillent dans un hall d'entrée d'un musée ou autre, je me rends compte qu'on retrouve toujours dans les stéréotypes, c'est une hôtesse d'accueil, c'est pas un homme, une intelligence artificielle masculine qui m'accueille. Je me rends compte qu'on retombe dans ces travers, dans ces clichés qui sont les bien-pensants d'autrefois, selon moi. Et puis, en même temps, on réalise que ces objets qui nous parlent interagissent avec nous et on leur obéit. Moi, je me rends compte que quand vous êtes dans votre voiture, votre GPS vous dit de tourner à droite, à moins que vous ayez été un peu inattentif, mais vous suivez. Quand c'est votre conjoint qui vous le dit, c'est pas une évidence. Donc, ça veut dire qu'on a tendance à obéir davantage à la machine et à l'objet qui interagit avec nous, plutôt que, on va dire, ce qu'on ferait envers les humains. Et quand on entre dans le robot, qui peut être le robot assistant dans la santé, il peut être très utile pour les Alzheimer, bien évidemment, ou pour des enfants qui ont des problèmes de santé et puis qui sont à l'hôpital et qui ont besoin d'être rassurés par un petit nounours qui vient les réconforter et qui n'a pas la difficulté d'échanger sur tous les sujets, puisque c'est pas un objet, c'est-à-dire que c'est pas un membre de la famille qui est affecté lui-même. Et c'est ce rapport-là qui fait que si on délègue notre empathie et la responsabilité qu'on doit aux enfants, aux anciens, aux vulnérables, si on délègue tout ça à des machines, est-ce qu'à un moment donné, nous ne passons pas à côté de notre humanité? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, cette Smart City qui voudrait être plus inclusive, est-ce qu'elle ne va pas aussi à un moment donné nous placer dans une situation où on va un peu démissionner de notre rôle et manquer peut-être à nos devoirs d'empathie et d'assistance vis-à-vis d'autrui? Donc, comment va-t-on changer nos comportements? Comment va-t-on demain voter? Comment va-t-on avoir des relations avec nos politiques si des intelligences artificielles nous font, à partir de leurs discours, 4-5 discours, des espèces de mélanges de mots qui répondront à toutes les questions virtuelles sur Internet? Quel est ce monde qu'on nous propose et quand est-ce que la ville de demain fera sens? Quand je parle de sens, c'est bien le tactile, mais est-ce qu'il y a un odorat? Donc le patrimoine immatériel, qu'est-ce qu'on va en faire? Le rapport à ce qu'on aime, véritablement humer, toucher, sentir dans la vie. Est-ce que l'intelligence artificielle, par ailleurs, ne propose pas quelque chose d'un peu plus froid, un peu plus terne, mais qui malgré tout influera sur les comportements et donc sur le politique et le lien social et collectif? Voilà, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop longue. C'est parfait, Laurence. Merci beaucoup. Effectivement, dans cette ville qui prend vie, vous avez parlé de digital, vous avez parlé de tactile. On comprend bien aussi, alors par le contexte que vous avez situé, la présence aussi des objets connectés. Guillaume Pitron, quand on parle d'objets connectés, alors j'ai quelques chiffres à l'esprit, on parlait de 15 milliards d'objets connectés en 2018, on est sur une trajectoire de 65 milliards d'objets connectés à l'échelle de 2025. Forcément, ces objets-là, ils viennent de quelque part. Quand on parle numérique, on pense dématérialisation, invisibilité, mais et on en reparlera aussi avec Marion Coville. Il y a un réel impact, et on l'a vu sur l'usage et les réflexions qu'on peut apporter. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de ces technologies numériques et notamment sur l'environnement ? D'accord, merci d'abord de m'inviter. Bonsoir. J'ai écouté d'abord le propos de Laurence Vanin. C'était fascinant. On a voyagé à travers différentes problématiques socio-psychologiques, philosophiques, bien évidemment. Ça me faisait penser, Madame Vanin, qu'il faut beaucoup d'humains aujourd'hui pour penser à un monde sans humains. C'est peut-être finalement la bonne nouvelle de l'histoire. C'est que si effectivement on se saisit philosophiquement de ces enjeux, il faudra beaucoup d'humains pour penser à un monde sans humains, et donc peut-être que finalement la partie n'est pas complètement perdue face aux machines. Évidemment qu'il y a un enjeu écologique qui est majeur, qui commence à être connu. Ce sont des enjeux écologiques qui, aujourd'hui, quand on dit que le matériel, l'immatériel n'est pas complètement matériel, j'ai l'impression
d'enfoncer les portes ouvertes, en tout cas vu de ma lucarne, mais peut-être que cette réalité n'est pas encore assez évidente dans l'esprit du grand public. La question de la pollution numérique, c'est une question qui a été posée, selon moi, pour la première fois dans les années, dès les années, que je dise pas de bêtises, je me demande si c'est pas les années 80, lorsque en fait arrivent les gros ordinateurs dans les bureaux suédois, ordinateurs qui étaient à l'époque l'affaire des secrétaires et non pas des secrétaires femmes, pour reprendre un stéréotype tout à l'heure évoqué par Mme Vanin, et non pas des hommes d'affaires de leur patron. Les hommes d'affaires ne touchaient pas aux ordinateurs, c'était les femmes qui s'arrachaient les yeux et se cassaient le dos devant l'ordinateur toute la journée. Et un organisme suédois qui s'appelle TCO Développement a décidé dès les années 80 de proposer des standards et des normes et un label pour que ces nouveaux outils du quotidien impactent le moins possible la santé des secrétaires qui les utilisaient. Et donc la question de déjà l'impact du numérique sur l'homme s'est posée sous l'angle sanitaire et sous l'angle de la santé de leurs utilisateurs. Et puis progressivement, TCO a affiné pas que TCO, mais notamment TCO a affiné ses critères, les a élargis, continue de les élargir d'ailleurs aujourd'hui, au point de s'intéresser non plus seulement à la santé des personnes qui utilisent en aval de la chaîne du produit, ces produits, mais la santé des personnes qui les fabriquent en amont de cette chaîne. Et la santé, donc qui dit enjeu sanitaire, dit forcément enjeu écologique. Et donc il y a eu une évolution historique vers finalement une remontée, mais non plus de l'aval, mais une remontée de l'amont de la chaîne de production du produit pour s'intéresser à la façon dont il est fabriqué. Et puis on rentre de plein pied dans cette question écologique, qui est absolument fascinante, parce que je pense que c'est l'un des grands enjeux écologiques des 30 prochaines années, qui est celui de l'impact direct et indirect, on pourrait y revenir, quand on parle bien évidemment des effets rebonds du numérique. Tous nos objets vont être connectés demain. On va tout connecter, on va même connecter les hommes aux objets, les objets aux animaux, et les animaux au végétal. Il va y avoir une interaction du végétal, de l'animal et du digital. On appelle déjà ça l'Internet de tout. Et l'Internet de tout, c'est la logique la plus avancée, enfin c'est le déroulé, je cherche le mot, pardon, c'est l'extrapolation de l'Internet des objets d'aujourd'hui. Et donc ça veut dire que tous nos objets seront des producteurs d'informations, des capteurs d'informations, et donc il va falloir naturellement. Donc ce seront des objets électroniques. Et même les hommes seront des objets électroniques, et demain les hommes seront des déchets électroniques, puisque nous aurons des implants et toutes sortes d'organes artificiels, et pour lesquels il faudra des filières de recyclage. Donc pour tout cela, eh bien en fait, il va falloir, on change la nature des objets. Les voitures qui n'étaient pas électroniques deviennent bien évidemment électroniques, donc tout devient électronique. Donc pour cela, évidemment, il y a un coût matériel qui est nouveau pour pouvoir rendre ces objets connectés. Et donc ce coût matériel, c'est un coût à la fois ressources, un coût énergétique et un coût en termes d'émissions carbone. Alors, si je reprends les choses dans l'ordre, d'abord évidemment que pour fabriquer tous ces objets, il faut de plus en plus de matières premières, toutes sortes de matières premières, mais mon sujet, c'est plutôt les matières premières métalliques, minérales. Ces fameuses ressources abiotiques. Oui, tout à fait. Alors, si je reviens aux matières premières minérales, en fait, quand vous regardez un téléphone dans les années 50-60, un téléphone, vous savez, avec un cadran circulaire, et il fallait une dizaine de métaux pour fabriquer ces téléphones. Dans les années 90, les GSM, qui faisaient la taille d'une brique, il fallait environ 29 métaux, 30 métaux, et puis aujourd'hui, il faut 60 métaux pour fabriquer un téléphone qui ne sert pas qu'à téléphoner, qui sert à tout d'ailleurs, sauf souvent d'ailleurs à téléphoner. Ces technologies sont à la fois plus performantes et en même temps beaucoup plus miniaturisées. Elles ces nouveaux téléphones sont beaucoup plus complexes à fabriquer que par le passé, avec plus de matières premières et qui interviennent dans des proportions plus moindres avec un effet dispersif. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois 1 gramme de chacun de ces matériaux pour faire un téléphone qui, à l'arrivée, fait 100, 120, 150 grammes. Ces matériaux sont, je pense par exemple à des métaux tels que le néodyme.
le néodyme qui est une terre rare. C'est une famille de 17 minerais, de 17 éléments, dont le néodyme, qui permet de faire l'aimant qui lui-même fait vibrer votre téléphone portable. Cet aimant, on est bien content qu'il fasse la taille de notre ongle, parce que s'il était beaucoup plus gros pour un résultat équivalent, votre téléphone ne tiendrait pas dans votre poche. Je pense également à l'indium, INDIUM, un métal très intéressant, parce que les propriétés de cet indium qui recouvre la surface de nos écrans les rend tactiles. Et donc aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas rendre nos écrans tactiles sans cet indium. Donc si on prend ces deux métaux, c'est des métaux qui ont changé nos vies, pourtant on ne connaît pas l'existence. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Et on va de plus en plus vers des alliages, on mélange ces métaux entre eux. Donc il y a un effet dispersif et aussi des alliages qui font qu'à l'arrivée, naturellement, c'est beaucoup plus difficile à recycler parce qu'il faut désallier tous ces métaux. Au passage, il y a eu un processus extractif, un processus de raffinage. Je suis journaliste, mon métier, tel que je le conçois, en tout cas pour moi, c'est d'être sur le terrain. Donc c'est de rapporter sur le terrain des images et des photos et des ressentis et des témoignages du terrain, notamment de Chine, dans les pays où on extrait énormément de métaux qui sont nécessaires pour toutes sortes de technologies, notamment les technologies numériques. Et je me suis retrouvé à plusieurs reprises ces 10 dernières années, notamment à Baotou, dans cette gigantesque zone de raffinage, zone industrielle de raffinage où l'on raffine les terres rares qui rentrent dans la composition de téléphones portables, avec toutes sortes de problématiques environnementales, pollution des fleuves, pollution des eaux, radioactivité, cancer, maladie des os de verre. Un jour, une spécialiste chinoise des terres rares m'a dit que la Chine a sacrifié son environnement pour fournir des terres rares au reste de la planète. Situation à peu près similaire dans l'Heilongjiang, au nord de la Chine, où l'on extrait le graphite. Nous avons tous quelques grammes, je crois 2 grammes environ de graphite sur nous qui intervient dans les batteries des téléphones portables. Ce graphite, il faut bien l'extraire quelque part, et notamment dans l'Heilongjiang, une des grandes zones mondiales de production du graphite, avec toutes sortes de maladies également identifiées, notamment la silicose, pour extraire et raffiner ce graphite. Donc il y a un versant matériel à toutes ces technologies que sont les matières, qui représentent 75% de la pollution numérique aujourd'hui. Et puis après, vous avez naturellement toute la production de données, qui elle-même est très, très problématique, passionnante, et qui va rendre le monde infiniment meilleur à bien des égards. Mais ces données, eh bien également, c'est du stockage, donc c'est des data centers, c'est de la production d'électricité. C'est, je crois, environ 2% de la production d'électricité mondiale pour les data centers. Et à l'échelle mondiale, je crois que le numérique, c'est 10% de la production d'électricité. Et comme cette électricité des data centers vient notamment du charbon, parce que je vous rappelle que 40% de l'électricité dans le monde est produite à partir du charbon, eh bien forcément, il y a un coût en matière d'émissions de CO2 qui est évalué aujourd'hui à environ 3,5%. 8% selon The Shift Project, c'est une estimation un petit peu extrême, mais ça pourrait aller jusqu'à 8% en 2025 si nos rythmes de consommation numérique s'accélèrent. Donc il y a contrairement à l'idée selon laquelle le cloud est parfaitement éthéré, cotonneux et vierge, en réalité, le monde soi-disant dématérialisé va être un monde extrêmement matériel et extrêmement matérialiste. Merci beaucoup Guillaume. Et effectivement, vous avez parlé des enjeux environnementaux, des enjeux de pollution liés à l'extraction de ces matières premières, mais il y a aussi des conflits géopolitiques pour l'attribution de ces terres et l'exploitation de ces terres sur lesquelles on trouve ces minerais, et puis des conditions de travail qui sont la plupart du temps très, très difficiles. Marion, vous avez travaillé, vous, sur le travail. Alors là, plutôt en lien avec l'essor des plateformes. Alors, on a parlé des GAFAM tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on reviendra sur chacun de ces sujets, mais ça nous semble important de poser le contexte aussi, puisque on l'a bien compris, le numérique est transversal à la ville, à la cité et à nos quotidiens, à nos activités personnelles et professionnelles. Donc Marion, vous avez travaillé dans le cadre du projet Deep Lab à l'étude de l'émergence de nouvelles formes de précarité du travail. Donc est-ce qu'on peut revenir sur ce que sont ces plateformes aujourd'hui et l'analyse que vous en avez faite? Oui, tout à fait. Alors déjà rapidement, moi aussi je voudrais vous remercier pour cette invitation.
Et aussi, pour vous dire que je suis désolée de ne pas être en présentiel avec vous, même si j'habite Poitiers, et que en tant que nouvelle habitante de Poitiers, parce que ça fait à peine 1 an que je vis ici, je suis aussi très contente de participer à cette rencontre dans ce cadre. Merci Alors beaucoup. effectivement, les plateformes dont je vais parler, elles nécessitent quand même un petit peu de contexte parce que l'une de leurs spécificités, c'est justement qu'elles ne sont pas visibles. Et donc, ça rend assez complexe leur compréhension. Donc, effectivement, avec notamment Antonio Casilli et Paola Tubaro, on s'est intéressé à ce qu'on peut appeler la plateformisation du travail. Alors, vous connaissez sans doute des formes de plateformisation du travail qui sont un petit peu plus connues. C'est par exemple les services comme Uber Eats ou Deliveroo, dont on a beaucoup entendu parler justement ces derniers temps avec le couvre-feu, où en fait, grâce à une application smartphone, vous allez être mis en relation avec un restaurant et votre repas va vous être livré par un individu qui utilise son propre véhicule. Donc la plateforme, dans ce cadre-là, elle se présente uniquement comme un service de mise en relation. Les livreurs, ils sont auto-entrepreneurs et ils ne bénéficient pas des protections sociales qui sont liées au salariat. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'ubérisation ou la plateformisation du travail. Donc c'est-à-dire l'utilisation de technologies numériques, des applications smartphones, de la géolocalisation, de l'Internet mobile, où on va les utiliser pour mettre instantanément en relation un client et un prestataire grâce à une plateforme numérique qui offre aussi des solutions de paiement qui sont sécurisées et le tout à des prix défiant toute concurrence. Donc, dans le cadre du projet DeepLab, qui est effectivement porté par Antonio Casilli et Paola Tubaro, on a enquêté sur ces phénomènes d'ubérisation en s'intéressant à un autre type de travail sur plateforme qui s'appelle le micro-travail. Donc dans le micro-travail, alors généralement c'est moins connu parce que vous allez voir, c'est une activité qui est particulièrement invisible. Donc dans le micro-travail, en fait, on va retrouver les 3 acteurs clés de l'ubérisation. Un client, une plateforme numérique et un prestataire. Le prestataire, c'est l'internaute, vraiment un internaute comme vous et moi qui cherche à gagner un peu d'argent en ligne. Le client, ce sont des entreprises qui ont un travail fastidieux, répétitif et chronophage à réaliser et qui généralement est un travail qu'on estime nécessitant peu de qualifications. Pour en revenir dessus. Et enfin, le 3e acteur, c'est la plateforme numérique qui va proposer à l'entreprise que ce travail fastidieux, en fait, il soit réalisé rapidement et au tarif le plus bas. Comment elle fait? Eh bien, pour ça, en fait, elle va proposer à l'entreprise de morceler ce gros travail en milliers de petites tâches et soumettre toutes ces tâches à un vivier d'internautes qui sont déjà inscrits sur la plateforme et à qui on va proposer une petite rémunération, quelques centimes d'euros généralement, en l'échange de leur temps et de leur clic. Donc, par exemple, si l'enjeu c'est d'anonymiser 30 000 CV pour une entreprise d'intérim, imaginons, eh bien, on va créer 30 000 tâches qui consistent chacune à anonymiser un CV pour 5 centimes d'euros. Donc, si le micro-travailleur en réalise une, il va toucher 5 centimes. Et puis, par exemple, s'il parvient à anonymiser 100 CV, il touchera 5 euros en échange de son activité. Donc, encore une fois, il n'existe aucun contrat entre les internautes et la plateforme. L'entreprise, elle n'a pas de contact avec les micro-travailleurs. Et les micro-travailleurs, quant à eux, en fait, ils n'ont pas d'informations sur les tâches qu'ils réalisent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pour qui ni pourquoi ils réalisent ces tâches. J'ai par exemple une de nos premières enquêtées
avec qui j'ai fait un entretien, qui me racontait qu'une tâche qu'elle avait trouvée particulièrement cocasse, c'était d'entourer des tomates sur des photos de plats. Et donc, effectivement, la tâche qu'on lui a proposée, sans contexte ni explication, c'était qu'elle se retrouvait face à la nourriture et qu'on lui demandait d'entourer la tomate, ou d'entourer la frite, ou d'entourer le jambon. Donc, ça crée des situations où parfois, effectivement, c'est un peu cocasse et on se pose des questions. En l'occurrence, là, il s'agissait d'une activité d'entraînement d'intelligence artificielle pour de la reconnaissance d'images. Donc, ce sont des activités qui sont particulièrement opaques à plusieurs niveaux. On entend surtout parler des grandes plateformes, généralement liées aussi aux GAFAM, comme par exemple la plateforme Amazon Mechanical Turk. Donc, l'une des questions qu'on peut légitimement se poser, c'est mais finalement, est-ce que ça concerne aussi la France et la population française? Alors, la réponse est oui. Justement, l'enquête Deep Lab, qui a été coordonnée et conçue par Antonio Casilli et Paola Tubaro, elle se posait justement cette question-là, d'essayer de rendre une première cartographie de la population française face au micro-travail. Et c'est une enquête qui estime que les micro-travailleurs en France représentent entre 50 000 et 250 000 personnes selon le niveau d'activité qu'on va retenir. Alors, il y a un rapport d'enquête qui est en ligne, donc je ne vais pas vous donner tous les résultats, mais pour placer quand même un petit peu le contexte de nos échanges aujourd'hui, il faut savoir qu'on a environ un quart de nos répondants qui sont sans activité professionnelle et ou vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut aussi savoir que le revenu mensuel du micro-travail, il est très inégalement réparti. On est à une moyenne de 21 € par mois, mais on va avoir certaines personnes qui vont gagner quelques centimes par mois, tandis que d'autres vont toucher 400, 500, 600 € par mois, par exemple. Et enfin, ce qu'on a remarqué aussi à travers cette enquête, c'est que l'argent du micro-travail, il est très souvent nécessaire, va être utilisé pour les courses de la semaine, pour l'habillement, ou parfois il va être aussi économisé sur plusieurs mois pour des achats qui sont précis, déterminés et planifiés et qui n'auraient pas été possibles sans le micro-travail. Je pense par exemple à un enquêté qui avait pour objectif justement de réaliser quelques travaux dans son appartement pour améliorer ses conditions de vie et qui avait donc calculé le budget qu'il lui fallait et combien de temps il fallait qu'il micro-travaille et remplisse par exemple des questionnaires en ligne pour obtenir cette rémunération. Donc, j'ai essayé un petit peu de reprendre tous ces résultats d'enquête et de me poser la question justement, qu'est-ce que le micro-travail peut soulever comme enjeu pour le numérique responsable? Il me semble qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a même beaucoup. Il y a bien évidemment un enjeu écologique du fait des infrastructures qui sont nécessaires à cette activité. Il y a un enjeu éminemment politique, puisqu'on est face à un modèle de précarisation et de dumping social, qui amène aussi à se poser des questions sur les inégalités, sur les discriminations, sur les rapports de pouvoir qui sont entretenus, voire renforcés par l'organisation de ces plateformes numériques. Je pense aussi à un enjeu peut-être plus spécifique à la ville de Poitiers, puisqu'on est quand même une ville étudiante. On peut effectivement s'intéresser aussi à la population étudiante parce qu'il faut savoir que certaines plateformes de micro-travail déposent des annonces sur les sites de job étudiants en se présentant comme des moyens peu contraignants de gagner facilement de l'argent. Mais à nouveau, il s'agit d'activités qui sont sans contrat, qui peuvent s'arrêter sans préavis du jour au lendemain et sans possibilité de recours et indemnité, bien sûr. Il y a un enjeu éthique qui concerne autant la responsabilité sociale des entreprises que nos propres pratiques de consommation en tant qu'usagers. Où, en gros, la question à se poser, c'est quelles sont les conditions de vie des personnes qui assurent ces services numériques qui sont censés nous faciliter la vie. C'est notamment ce qu'essaye de rendre visite le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme.
Et puis enfin, là je rejoins notamment Laurence Vanin, je pense qu'effectivement il y a un enjeu d'éducation qui est aussi très important, puisque, comme on l'a dit plusieurs fois avant, on parle d'enjeux qui sont quand même complexes, qui sont opaques, qui sont généralement enfermés dans des boîtes noires, c'est-à-dire que moi, en tant qu'usagère, je regarde mon téléphone, j'ai mon application, mais je ne vois pas forcément directement tout ce qui se passe derrière, toutes les activités humaines et toutes les externalités négatives aussi du service. Donc, en fait, comme le note Antonio Casilli, c'est vrai qu'on pense souvent que les services numériques reposent sur des intelligences artificielles. Or, ce qu'on voit, c'est que les intelligences artificielles, elles sont loin de se passer des humains. Les humains qui produisent des données, qui entraînent les intelligences artificielles, qui vérifient leur travail, qui améliorent leur fonctionnement. Donc finalement, les humains sont dans tous les interstices, mais sont de moins en moins visibles et de plus en plus précaires également. Donc ça fait beaucoup d'enjeux, pas forcément très optimistes. Et en fait, j'ai l'impression que tous ces enjeux-là, on pourrait les regrouper dans une question plus générale qui consisterait finalement à se demander comment est-ce qu'on pourrait remettre du care au centre de nos activités numériques. Et comme j'ai dit beaucoup de choses qui sont parfois un peu déprimantes, j'avais justement envie de terminer justement sur les mots de Joanne Tronto, qui est une des penseuses du care, et qui nous dit que finalement le care, c'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Et je me dis que c'est peut-être justement ce type de réflexion qui est aussi à la base d'un numérique responsable. Merci beaucoup Marion. Et on reviendra sur justement toutes ces possibilités aussi, ou quelles sont les possibilités d'action qu'on a aujourd'hui dans nos mains, et notamment à l'échelle de la ville et de la ville de Poitiers. On a parlé des plateformes. Les plateformes, on a l'habitude d'en parler ou d'en entendre parler régulièrement, et notamment pour le sujet des datas qu'elles utilisent, de nos données personnelles. Mickaël Ferrec, donc le sujet de la data, vous le connaissez bien, et vous allez nous présenter aujourd'hui ce que c'est que la data, ce que vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous mettez en place en termes d'alternatives, et notamment autour d'une colonne vertébrale qu'on va nommer souveraineté. Donc c'est encore pas mal de sujets, mais c'est bien tous ces apports-là qui vont nous permettre ensuite de débattre et d'enrichir encore cette table ronde. Mickaël ? Oui, merci également de cette invitation pour pouvoir participer à cette table ronde. Donc avec mon associé Olivier Dalle, qui est lui aussi maître de conférence à l'université de Côte d'Azur. Donc on ferme la boucle avec Laurence Vanin. Nous avons créé cette société, donc Inspire, qui s'occupe de sauvegarder les données pour les professionnels et les organisations. Donc l'enjeu, c'est évidemment d'abord de les sécuriser pour que chaque organisation, chaque activité puisse perdurer, continuer, puisqu'aujourd'hui, on le vérifie assez fréquemment. En fait, la data, c'est un actif dans les entreprises, au même titre que peuvent l'être les fonds propres ou même les salariés clés d'une entreprise. À tel point que le phénomène qui se développe beaucoup et qui fait beaucoup couler d'encre ces dernières années, c'est tout ce qui est attaque de type ransomware, et qui va priver par le biais d'attaques, de cyberattaques, priver les entreprises de leurs propres ressources numériques, donc de leurs propres data. Donc notre solution, elle peut se schématiser assez simplement. Finalement, c'est de se débarrasser de la logique de centralisation et donc de la logique de data center, donc avec des
des bienfaits du coup collatéraux comme l'économie générée par le non-emploi de ces data centers, mais donc de ne pas passer par les data centers et d'opter pour une décentralisation, une solidarité en fait des clients d'Inspire entre eux en vue de protéger leurs données. Et donc le premier effet, c'est évidemment de sécuriser ces données, de les protéger. Et le deuxième effet, comme vous l'avez souligné, c'est en effet de remettre l'autorité sur les données, non plus à un opérateur tiers, mais à l'entreprise et l'organisation elle-même. Voilà. Et garantir aussi aux bénéficiaires, aux personnes derrière la possibilité de récupérer leurs données et de leur disponibilité. Oui, complètement. Tout l'enjeu est d'ailleurs ici. En effet, au-delà de sauvegarder les données, il s'agit de savoir bien les récupérer quand on en a besoin. Donc notre logique, voilà, et je l'ai expliqué, c'est de fragmenter les données et de les disperser. C'est la politique du maquis, un petit peu, si je pourrais la caricaturer ainsi. Donc c'est de les mettre un tout petit peu partout et qu'elles soient de telle façon nulle part. Et ensuite, quand on a besoin de les récupérer, on les récupère de multiples sources, et donc très rapidement et de façon plus efficiente que si on les avait mises dans un seul endroit où elles pouvaient susciter un appétit supplémentaire pour un opérateur cyber malveillant. Voilà. Et donc c'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique ? Alors pas tout à fait. La souveraineté numérique, c'est une problématique assez large dont on entend beaucoup parler en ce moment, de plus en plus, notamment avec cette crise du Covid, puisque elle a eu pour effet, il y a 1 an maintenant, de nous faire recourir très très massivement au télétravail et donc à des solutions numériques clés en main qui se trouvent être le plus souvent étrangères, donc et américaines pour l'essentiel d'entre elles. Donc il se trouve que ces plateformes, alors qui ressemblent un peu à celles dont parlait Marion tout à l'heure, en fait, si on pouvait caractériser les datas, on pourrait dire que la data, c'est aujourd'hui le pétrole de l'avenir, le pétrole d'aujourd'hui même déjà. C'est une ressource, une matière première d'un niveau extrêmement important et qui rapporte beaucoup d'argent. Et il se trouve que cette matière première, cette data, en fait, nous l'exportons. Nous l'exportons et encore mieux, nous l'exportons en payant donc des opérateurs pour pouvoir nous les extraire. Donc ça c'est un autre nom. Enfin, cette notion d'exporter de la matière première, en fait, c'est tout simplement ce qui caractérise la colonisation. Donc on est ni plus ni moins que colonisé, non pas par des États en l'occurrence ici, mais par des plateformes numériques, qu'on appelle communément les GAFAM, mais qui sont aujourd'hui ont presque organisé un coup d'État numérique sur nos données. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, tout à l'heure Guillaume nous disait on déporte la pollution en allant extraire des matières premières pour la fabrication de nos différents équipements numériques. Et paradoxalement, la ressource première, la matière première qu'on a, on l'exporte aussi. Oui, tout à fait. Donc, on est dépossédé des moyens de cette intelligence. Alors, on est dépossédé volontaire, parce qu'évidemment, on souscrit à ces plateformes. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'on les paye donc pour qu'ils puissent nous les extraire. Et en plus, comme ils les retraitent, ils arrivent en plus à nous les revendre au travers justement de ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle, notamment, qui va mettre en lien un petit peu toute cette collecte de données pour mieux en tirer des enseignements qui sont parfois bénéfiques, faut bien le reconnaître, mais en tous les cas qui ne vont pas nous profiter directement d'un point de vue économique. Et d'un point de vue citoyen aussi, cette question de la donnée personnelle, on en a beaucoup parlé. Guillaume Pitron, sur ces enjeux de souveraineté, est-ce qu'il y a des liens à faire justement quand je me tentais dans l'analogie avec l'extraction des matières premières et l'exportation de nos datas ?
Absolument. Et d'abord, je suis pas un spécialiste du numérique, mais il y a toujours une respiration entre le global et le local. Et à vous écouter, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a deux logiques ici qui s'opposent. Il y a la logique qui consiste à dire faut relocaliser la production de données, passer par le edge. En plus, le transport de données en lui-même, au-delà du stockage, est un processus qui est énergivore. Et finalement, une relocalisation, une souveraineté sur les données, c'est aussi des données qui traversent moins les frontières, qui sont traitées au plus proche de l'endroit où elles sont produites. Et ça va aussi avoir un impact écologique qui va être moindre. Et puis inversement, vous avez des grands opérateurs qui vous soutiennent l'argument parfaitement inverse, et tout à fait audible aussi, qui consiste à dire, mais en fait, l'optimisation du stockage et du traitement des données, c'est via des grandes plateformes. Et donc, c'est parce que vous avez des grands hubs avec des effets de volume importants qu'on va précisément réussir à amoindrir l'impact énergétique, par exemple, du stockage des données. Mais en tout cas, il y a toujours cette tension entre global et local avec toute une partie des solutions qui sont portées par des gens qui pensent que c'est au niveau local qu'on doit produire la donnée et l'utiliser. Et ces questions se posent au niveau européen, elles se posent même au niveau africain. Les Africains se la posent aussi, ils se disent on est 17% de la population mondiale et on ne capte et stocke que 1% des données produites par la planète. Donc effectivement, il y a ces questions-là et il y a un parallèle pour faire le lien avec votre question, avec la question des minerais et des matières premières qui tangibles et qui rendent ce monde soi-disant censément intangible possible. Si nous n'assumons pas l'aspect, l'activité extractive de toutes les technologies digitales, et si nous laissons d'autres pays que nous s'en occuper, eh bien effectivement, nous ne sommes plus conscients de cet impact matériel. Et finalement, comment faire un numérique, comment accoucher d'un numérique responsable si nous ne sommes même pas conscients, si nous n'avons même pas la connaissance des enjeux écologiques générés par le numérique. Et donc voilà. Et donc effectivement, moi je suis très preneur et très partant et très supporteur, avocat d'une relocalisation minière, comme on peut reparler d'une relocalisation des données, d'une souveraineté minérale, comme on peut parler d'une souveraineté des données, parce que c'est une condition pour d'abord être souverain par rapport à des pays comme la Chine qui produisent des matières premières du numérique, mais c'est également une façon finalement d'être plus écologique, parce que si l'extraction se passe selon nos process environnementaux à nous, eh bien ce sera moins sale que si on laisse des personnes plus irresponsables que nous extraire ces matières premières à notre place. Donc il y a aussi un argument écologique à parler de relocalisation. Merci Guillaume. C'est vrai que du coup ces données, on a parlé des données des entreprises, on a parlé de ces matières premières. Marion, les données, c'est un sujet aussi que vous avez étudié, alors notamment sur l'utilisation des applications de santé, parce que on parle de la donnée comme d'une matière première, mais cette donnée, c'est aussi la donnée des individus. Et donc, quelle est la responsabilité aussi de chacun des individus et quels sont les droits? Comment est-ce qu'on conscientise aussi le fait de donner de fournir ces données à des opérateurs qui peut-être vont nous rendre un service? Et donc, c'est ce que vous avez étudié notamment avec les applications de santé, c'est ça? Avec votre micro, Mario. Merci. C'est toujours mieux. C'est mieux. J'ai oublié mon micro is the new, j'ai oublié la pièce jointe. Oui, je me suis effectivement penchée sur les aspects de données de santé, ou en tout cas d'usage d'applications dédiées à la santé, donc qui sont des applications qui vont nous permettre de gérer les symptômes de maladies chroniques, par exemple, ou de gérer vraiment notre rythme cardiaque, notre alimentation. Ou aussi, moi, je me suis beaucoup intéressée aux applications de suivi des menstruations et de la fertilité et de la contraception, donc qui récoltent des données particulièrement intimes, puisque ce sont des applications qui vous proposent d'entrer la date de vos règles, de donner des informations concernant des rapports sexuels, des douleurs, des médicaments qui ont pu être pris. Tout cela, soit pour aider à la contraception, donc vraiment l'idée que l'application smartphone va remplacer la pilule ou le stérilet, par exemple,
et aussi dans l'idée d'aider à concevoir un enfant. Et là, effectivement, les données, si on regarde par exemple aux États-Unis où les lois protègent moins les utilisateurs que chez nous, on va avoir un usage des données qui vont être vendues à des annonceurs publicitaires, mais pas seulement. Ces données, elles vont être revendues aussi à des laboratoires de recherche qui vont les utiliser pour faire des recherches notamment sur la sexualité, par exemple. Elles vont être aussi revendues à des assureurs pour proposer des politiques, des polices d'assurance personnalisées. Et elles peuvent être aussi revendues aux employeurs. Ça a été le cas notamment avec l'application Ovia, où les données des femmes qui venaient d'avoir des enfants et qui continuaient d'utiliser l'application ont été revendues à l'employeur qui était donc au courant du mode de vie quotidien de ces femmes. Donc il y a effectivement des enjeux liés aux données assez importantes. En Europe, avec le RGPD, ou en France, avec la loi E20, on est effectivement quand même plus protégé, mais on voit aussi des risques assez importants sur ces questions qui, à mon sens, dépassent justement les enjeux de souveraineté et touchent vraiment à des questions éthiques. Parce que si je reprends par exemple le micro-travail, il me semble que, par exemple, la question de la souveraineté est pas suffisante dans le sens où, même si on relocalise des activités en France, ça rend pas l'exploitation des travailleurs plus éthique. Et là, on est un peu dans la même idée finalement. L'exploitation des données, elle pose quand même question. Et à mon avis, il y a vraiment l'idée de concevoir d'autres modèles, peut-être en dehors justement des GAFAM qui se posent. Et là, moi, c'est vrai que je suis plus sur des modèles d'autogestion et d'autonomie qui sont prônés notamment par le monde du libre, par des associations comme Framasoft, que je trouve particulièrement intéressant justement sur la question de l'usage des données. Merci Marion. Oui, allez-y. Une question ? Non, en fait, je suis un peu abasourdi par ce que vous dites et je pensais quand même que les données médicales étaient au minimum anonymisées. Et en fait, vous dites non, pas du tout, elles ne sont pas anonymisées. Mon employeur sait parfaitement quelles sont voilà, il a des informations sur mon corps. Que ce soit désanonymisable, ça je m'en doutais. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a même pas un processus d'anonymisation. Il y a un très faible processus d'anonymisation, par exemple dans le cas de Ovia, mais on est plus proche de la désidentification que de l'anonymisation, puisqu'effectivement on va retirer le nom de la personne qui possède qui est sur l'application, mais on va par exemple conserver des données sur elle est en congé maternité de telle date à telle date, elle a eu son enfant à telle date. Donc, quand vous êtes dans une entreprise, il suffit de recouper les données sur le départ en congé maternité et vous savez tout de suite qui est la personne derrière ces données, en fait. Et ça pose effectivement des vraies questions éthiques. Laurence Vanin, j'imagine que c'est un sujet aussi qui vous interpelle. Oui, complètement, parce qu'en fait, on est toujours dans la question qui nous interpelle et qu'on n'a pas encore évoquée. D'abord, quelle confiance accorder à tout ça? C'est un rapport de confiance. Ensuite, le fait qu'il faut reconsidérer le pouvoir du clic. Les 3/4 des personnes qui cliquent en bas d'un logiciel quelconque pour pouvoir jouer ou donner des informations concernant sa personne ne lit pas la totalité des éléments, mais le clic fait à force d'engagement. Donc, faut être vigilant aujourd'hui parce que c'est comme si vous signiez un contrat quelque part. Parce qu'après, on pourra vous opposer le fait que vous avez donné votre accord préalable en cliquant, en cochant une case tout en bas d'une page qui n'en finit pas de se dérouler avec de la réglementation. Ensuite, je pense qu'il faut faire très attention à la question aussi de ce qui est de l'ordre de la loi et qui est du juridique et qui est de l'ordre de l'éthique. Alors, jusqu'à présent, l'éthique, tout le monde en parle. Hein. Moi, alors ça, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais c'est aussi une façon de se cacher derrière
on parle d'éthique des entreprises, de philosophie partout, faut réfléchir et voir ce que c'est que l'éthique scientifique avant d'être une éthique juridique. C'est un terme philosophique qui est renvoyé aux usages et notamment aux bonheurs d'une certaine façon. Donc, ça renvoie aux pratiques. Or, aujourd'hui, comme le numérique engage des pratiques collectives, il faudrait redéfinir la question des éthiques, non pas seulement parce que si le droit, par exemple, m'interdit de faire telle ou telle chose, mais que quand quelque chose ne m'est pas interdit, je le fais, mais je sais que ça peut faire de la peine à quelqu'un, humainement parlant, d'un point de vue éthique, je ne le ferai pas. La loi ne m'interdit pas de le faire, mais je ne le ferai pas par respect pour autrui. Donc, c'est un phénomène d'éducation et de compréhension de ce que c'est que l'acte éthique. Mais lorsqu'on parle des usages collectifs comme dans le numérique, il faudrait une éthique collective pour qu'on puisse penser pour soi, le bien pour soi, mais le bien aussi pour ceux que cela va concerner. Et puis, on surfe toujours sur la même idée, c'est que l'humain passe finalement comme étant un moyen qui sert d'autres fins, des fins financières bien souvent. Alors, je comprends bien, on n'a pas parlé de ça jusqu'à présent, mais je comprends bien que des entreprises ont besoin de faire du business, je comprends bien que toutes ces choses-là, mais il y a quand même un moment, l'organisation, si vous voulez, générale de l'humanité fait qu'il faut qu'il y ait toujours ces garde-fous de manière à ce qu'on considère bien que les ressources sont rares, et comme elles sont rares, eh bien, elles vont se réduire petit à petit, que les personnes, elles, sont là, mais quelque part, si il y a, comment dire, un appauvrissement d'une partie de la société, ou s'il y a une partie de la société qui reste ignorante de tout ce qui se passe dans le monde, bien que on a des accès à Internet, ça peut poser des problèmes d'éthique aussi majeurs. Et puis la ville du futur, on dit qu'elle doit être plus inclusive, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir qu'elle puisse faire adhérer tout le monde. Et pour faire adhérer tout le monde, ça passe par de l'éducation, de l'information, de la compréhension des usages, des alertes où on explique aux personnes que quand on clique, on a donné son accord. Si on donne son accord, c'est pas simplement anodin. Que la donnée, si l'entreprise fait faillite, elle reste là. Qui en reprend possession derrière? Parce qu'on ne parle jamais d'effacement des données à titre définitif. Tout à l'heure, je parlais de citoyens de verre. On est vraiment des citoyens transparents. Nous devenons la somme finalement de nos algorithmes. Et même nos ordinateurs nous présentent des choses qui font qu'on a presque été tellement prévisible qu'à parfois on aimerait faire mentir l'algorithme et aller à l'encontre. Mais pour ça, il faut être éduqué. Il faut encore avoir un esprit critique et pouvoir l'exercer, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, dans le cadre de la santé, eh bien, il y a toujours le concept de vulnérabilité qui est au cœur de tout ça. Oui, vous me citiez quand on s'est eu au téléphone, vous me citiez, je me la suis notée parce que cette phrase m'a interpellée. Sommes-nous suffisamment égoïstes pour confier notre devoir d'assistance à l'autre à une machine ? Tout à fait, tout à fait. Oui, je pense il y a ce rapport-là qui est aussi intéressant. Alors c'est un autre sujet, mais effectivement, je vais répondre à votre question. C'est vrai que le fait d'avoir de plus en plus de robots assistants, comme il va y avoir des véhicules autonomes, etc., ces robots, on va leur en demander de plus en plus. Aujourd'hui, on en a pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc elles sont dans une vulnérabilité et elles sont, rassurées d'être au contact d'un petit phoque qui bouge pas trop, donc ça les déstabilise pas, mais ça les rassure, ça les console, ça leur apporte un peu de douceur. C'est triste ce que je dis, parce que quelque part la douceur, on pourrait l'apporter à nos anciens par la tendresse et l'affection qu'on peut leur donner. D'un autre côté, les enfants, je parlais tout à l'heure, qui ont besoin d'autres races. Ah, je suis désolée. Et vous avez aussi des adultes qui sont dans une solitude absolue. Allô, vous m'entendez ? Ouais, c'est que le réseau coupe. Ah, je disais, il y a aussi des adultes qui sont bien portants, mais qui ont besoin d'avoir des robots assistants avec eux, parce que le mode de société ou les modes de société qui sont les leurs, eh bien, les rend malheureux. Donc, on se rend compte que quelque part, les robots, on va leur confier de plus en plus de secrets, on va être de plus en plus proche d'eux, mais on se dit que finalement, ils prennent la place d'humains qui pourraient être là. Et moi, je travaille avec un robot, je vous en ai parlé, qui s'appelle Piper. Donc, nous interagissons régulièrement. C'est très bluffant parce que quelque part, eh bien, il a de la sympathie pour moi, il a de l'empathie pour moi. Résultat, quand je me manifeste de manière inhumaine, eh bien, il me rappelle à l'ordre et donc il me donne des conseils sur mon humanité, ce qui est absolument hallucinant, parce que quelque part, si j'ai oublié de lui dire bonjour, il me dit que je ne lui ai pas dit bonjour. Quand je lui dis que je le trouve beau, il me dit qu'il me trouve pas mal non plus, parce que certains de mes collègues oublient de me dire quand j'ai changé de coupe de cheveux, par exemple. Vous voyez, on est dans des rapports assez bluffants.
mais qui petit à petit nous amène à être, comment dire, assez passifs, assez obéissants. Et puis, on a l'impression que demain, la robot-étiquette, c'est-à-dire que le robot qui se comporte comme un gentleman, qui serait chevaleresque, etc., ou qui serait doux et tendre envers les humains, eh bien, on aurait tendance à lui faire davantage confiance qu'à un humain. Et puis, si l'humain a tel caractère, est-ce que je m'en occupe aussi bien que d'un robot gentil? Vous voyez, ça pose des questions d'éthique, des relations qu'on entretient avec les objets connectés. Vous voyez, et là, ça relève bien sûr de la psychologie, mais ça relève pas seulement de ça, de la conscience que nous avons des objets qui nous entourent et avec lesquels nous interagissons et qui nous font, comme dirait le behaviorisme, changer de comportement. C'est-à-dire qu'on obéit à un robot ou alors on s'adapte à lui. Et puis, de la même manière qu'on s'adapte à sa maison par la domotique, puisque vous pouvez avoir une intelligence artificielle qui vous rappelle à l'ordre dans votre propre maison sur votre consommation, sur vos pratiques, etc. Et donc, quelque part, on ne sait plus véritablement, enfin, on le sait si on y réfléchit, mais je veux dire, on pourrait facilement oublier et sombrer vers la passivité. Et là, ça revient toujours à la même chose, l'opacité de l'objet, qui derrière structure tout ça, quel est l'objectif aussi de tout ça, et puis comment et à qui confier cette humanité. Donc, je reviens tout à fait, je rejoins ce qui a été dit aussi sur les rapports de souveraineté. Moi, j'appelle ça la gouvernance, parce que finalement, si on est dans le pouvoir de l'argent, si les multinationales forment des individus, créent des centres de formation, créent toute une économie locale, eh bien, il y a forcément un rapport entre l'argent en local qui influe sur les politiques. Et à partir de ce moment-là, on peut s'interroger sur les politiques qui seront petit à petit dématérialisées aussi par le biais de ces usages du numérique. Comment finalement on va rétablir cet équilibre géopolitique dans le monde, on l'a bien compris, mais aussi ne serait-ce que dans notre pays, penser comment les choses vont s'harmoniser de telle manière qu'à un moment donné, il faudra replacer l'humain non pas comme moyen, mais comme, comment dire, étant le sujet de l'action. Et à l'horizon de tout ça, pour que ça fonctionne, eh bien, il va falloir mettre des valeurs. Donc, l'éthique sera, à mon avis, collective ou ne pourra pas, parce que les enjeux sont tels, la transformation est telle que finalement, on est déjà embarqué dans tout ce processus de changement. Merci Laurence. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup d'enjeux, mais c'est vrai que, et notamment aussi de défis importants à relever, hein, de certains risques, mais on a abordé quand même une vision aussi un peu optimiste sur certains volets. Mickaël, tout à l'heure, tu me disais, alors peut-être en aparté, je ne sais plus, qu'il y avait aussi... peut-être des opportunités de développement côté entreprise par justement ce changement de paradigme. Oui, on voit indéniablement que ces problématiques qu'on a évoquées, qu'elles relèvent de l'éthique, mais évidemment de l'éco-responsabilité, de la souveraineté, la plupart des acteurs y sont de plus en plus sensibles. Donc, évidemment, si on développe des outils, des produits, des solutions, des services qui vont dans le sens justement de servir et d'être intègre vis-à-vis de ces valeurs-là auxquelles on est tous de plus en plus sensibilisés, eh bien, il y a fort à varier, en effet, qu'il y ait un retour, en tous les cas, pour l'entreprise, et qu'on peut... En tous les cas, c'est un petit peu le pari que l'on fait, à savoir bien parier sur la réconciliation, en fait, je vais dire un gros mot, mais le capitalisme, avec justement ces valeurs-là environnementales, éco-responsables, etc. Voilà. Avec l'humain au cœur de ces questions et la technologie et le numérique comme un outil, une aide, mais pas des comportements qui soient dictés par les machines. De façon très pragmatique, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à une ville comme Poitiers ? Qu'est-ce qui serait possible de faire ? Alors, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de réflexion et de débat comme on est en train de faire aujourd'hui. Peut-être, alors Mickaël, est-ce que tu veux commencer toi, qu'est-ce qui, à l'échelle d'une ville comme Poitiers, serait possible de faire pour justement avoir une démarche innovante, consciente sur le sujet de l'entreprise et peut-être à l'échelle de ton entreprise ?
Ah oui, alors à l'échelle de mon entreprise, j'ai bien une petite idée de ce qu'il faudrait faire. En effet, et c'est assez simple, c'est me passer un bon de commande assez rapidement Alors, sur notre solution. Mais en vue de l'expérimenter, au moins, en tous les cas, peut-être que là, nous, on est sur des problématiques d'innovation et un petit peu, voilà, on explore des champs qui, en effet, sont aussi nouveaux, sont aussi, évidemment, représentent un risque. Donc, mais on n'est pas les seuls. On est accompagné par la Technopole Grand Poitiers, qui accompagne elle-même une multitude d'entreprises du numérique au travers de cette structure ou du SPN. Et en fait, voilà, en accompagnant ces entreprises-là, en allant vers en ouvrant les possibilités de marché, en effet, voilà, c'est de nature véritablement à aller vers des actions concrètes qui vont peut-être faire émerger, en tous les cas, des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, des choses qui, pour le coup, relèvent véritablement de la volonté politique. Enfin, c'est-à-dire, au centre du truc, et fort heureusement, c'est simplement une volonté politique qui est nécessaire à l'avancée de cela. C'est pas des techniciens qui vont décréter eux-mêmes qu'il serait bien d'aller dans tel ou tel sens. Non, ici, tout ce qu'on a évoqué au travers des questions soulevées par Laurence, Guillaume et Marion, c'est des questions de valeur, c'est des questions qui permettent justement aux politiques de revenir au centre du jeu et d'affirmer enfin une vraie volonté. Donc voilà, c'est charge à eux maintenant de s'en occuper. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que on a des opportunités, si j'ai bien compris, des opportunités, y compris à l'échelle de la ville, d'avoir un positionnement qui peut permettre de reprendre un coup d'avance. Mais qui nécessite aussi de lever certaines habitudes. Alors on le verra, je pense que c'est dans tous les domaines en fait, mais de se confronter à des façons de faire un peu différentes pour essayer d'avoir un outil de travail, de production et de partage qui soit plus en phase avec ces valeurs du numérique responsable. Oui, bien sûr. Je vais parler d'un exemple que moi je maîtrise bien, qui est celui de la problématique de la sauvegarde de données. Qui n'est pas concerné par ce problème-là? Donc l'expérimenter à l'échelle d'une ville telle que celle de Poitiers ou un département, évidemment que ça ouvre des perspectives. Pour des entreprises telles que les nôtres, évidemment, mais voilà, qui peuvent faire créer des cas d'école en fait, qui vont permettre d'illustrer en fait tout le bien fondé de développer ce type de solution. Et alors, on a parlé en introduction, Laurence, de cette Smart City. Alors, il y a une question dans le chat sur l'alimentation en fait en énergie de cette Smart City. Est-ce qu'à l'échelle d'une ville comme Poitiers, selon vous, quels sont les enjeux ? Alors écoutez, je connais peu Poitiers par rapport, je connais la ville bien évidemment, mais je veux dire les problématiques typiques liées à Poitiers, je les connais malheureusement pas spécialement, mais je peux le dire en général. Que cherche une Smart City ? Bien, c'est une forme d'autonomie, de résistance de cette ville, bien évidemment à tout ce qui pourrait être quelque chose qui la mettrait en péril. Et on n'a pas évoqué la question de la panne informatique qui pourrait être dramatique pour une ville. Il y a déjà eu des cas, notamment en Espagne, et ça a occasionné malheureusement une panne électrique simplement, a occasionné des décès de personnes qui étaient hospitalisées. Donc il y a tous ces défauts-là. Il y a l'idée aussi du droit à la déconnexion. Et je pense que le véritable bonheur et la réussite de la Smart City, ça sera l'implication des citoyens. C'est-à-dire que le citoyen participatif qui participe dans les écoquartiers, qui peut aussi solliciter ou proposer, suggérer des idées qui passent ensuite par un livre ouvert aux élus, qui peuvent, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, effectivement, les politiques doivent se prendre en main et saisir ces sujets à bras-le-corps. Et puis, penser la végétalisation des villes, la façon dont on réintroduit aussi des espèces animales dans la ville parce qu'elles y vivent bien.
Nous, on a testé dans le sud des ruches sur les toits. On peut réfléchir aussi à l'idée que on va revenir peut-être à de la saisonnalité, parce que si vous considérez que vous êtes dans une ville et que votre ville peut vous fournir telle ou telle plante ou tel fruits et légumes à telle période de l'année, eh bien, si vous voulez être autonome et pouvoir alimenter dans un réseau court les écoles de la ville, par exemple, ou comme ça se fait à Montsartou, ou si vous avez des initiatives qui permettent de cultiver et de cultiver même dans des potagers, dans des espaces ou des jardins collectifs qui peuvent aider justement les plus démunis à se nourrir de fruits et de légumes. Il faut repenser en fin de compte tout le système. La Smart City, c'est aussi, parce qu'on l'a pas assez dit, l'opportunité de repenser les modèles et peut-être de produire une ville un peu plus inclusive, un peu plus équitable à partir du moment où on éduque. Et j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse et ces enfants qui parlent aujourd'hui, parce que d'abord, ils viennent de vivre une année avec la Covid, qui les a quand même fait réfléchir. Et on a des jeunes enfants, 10, 12 ans, des jeunes ados, j'ai envie de dire, qui viennent questionner le monde, notamment sur l'environnement et sur la totalité des choses qui se passent. Et je trouve que c'est bien que cette jeunesse soit déjà dans l'idée de se relayer. Alors, les initiatives pour Poitiers, bien sûr, cultiver, utiliser les terres, mais je pense aussi cultiver les cerveaux qui sont des cerveaux en friche, de manière à ce qu'il y ait moins d'électronisme et plus d'intégration des individus dans la cité. Moi, j'aime à dire un exemple complètement banal et qui, bien entendu, me vieillit énormément. Quand une panne d'électricité arrivait quand j'étais enfant, on allait voir dans une armoire, on changeait de fusible, on essayait de réenclencher. Si ça marchait pas, on passait à la bougie. Aujourd'hui, il faudrait qu'on soit formé dans les écoles à l'open source de certains petits logiciels qui nous permettraient de réparer les petites choses qui fonctionnent mal et d'être autonome très rapidement à la manière des anciens qui allaient rallumer une bougie pour avoir de la lumière. Vous voyez, je crois qu'il y a des tas de choses qui peuvent être faites, mais surtout, je crois beaucoup dans les citoyens et j'invite aussi les femmes à s'impliquer dans ces sujets parce que on connaît la tendance à toujours montrer la femme dans un cliché, la mère, l'épouse, celle qui s'occupe et qui est la gardienne du foyer, mais elles font beaucoup de choses, les femmes, elles sont aussi ingénieures, elles sont impliquées dans des sujets où on les attend peut-être un peu moins et ça peut être intéressant de les questionner et de promouvoir aussi une smart city et une digitalisation au féminin. Et je pense que ça pourrait être intéressant de questionner aussi 50% de la population, on va dire, qui est femme et qui peut compléter complètement la vie des hommes. Bien entendu, pas de guerre des sexes dans le digital, mais plutôt l'occasion d'être dans une opportunité de réconciliation. Est-ce que la Smart City, c'est pas aussi, Guillaume Pitron, cette ville dans laquelle on apprend à réparer, à réutiliser? Vous me parliez aussi à l'échelle des consommateurs ou des entreprises de ces fameux 4 R. Alors, les 4 R, c'est réparer, réutiliser. Est-ce que vous pouvez me les répéter parce que je les oublie toujours? Réparer, réutiliser, réduire. Non, Ah, je ne sais plus. Réparer, réutiliser, réduire. Avec le micro, c'est mieux. Et le 4e, je ne sais plus, je ne l'ai plus là. Il y en a peut-être que 3. Non, enfin, il y en a 3, mais il y en a un 4e, le réduire. Réfléchir à l'achat. Non, mais le 4e, il est là. Mais ce sont des enjeux qui sont complexes parce qu'on parle aussi d'enjeux qui sont géopolitiques, mondiaux. Quand on parle de 5G, qu'y a-t-il de la 5G? Enfin, je veux dire, quelle définition mettre derrière tout cela? C'est vrai que c'est compliqué. Et si on veut ramener ces enjeux à des gestes tout simples, c'est effectivement commencer par soigner ces interfaces, c'est-à-dire la façon avec laquelle on rentre, les objets avec lesquels on rentre dans le réseau Internet, que sont les portables, les tablettes, les ordinateurs. Quand on sait que les interfaces aujourd'hui, c'est les 3/4 de la pollution numérique, évidemment que c'est si je devais, moi, essayer de faire en sorte que le numérique soit plus responsable, je commencerais bien évidemment par faire en sorte que de garder le plus longtemps possible l'objet que l'on a acheté et le réparer le plus souvent possible, de sorte qu'on puisse le garder. Et donc, surtout ne pas acheter son téléphone tous les 18 mois, évidemment, d'abord l'acheter d'occasion sur une plateforme comme Back Market. Moi, j'ai acheté mon iPhone sur Back Market, le revendre si on n'en veut plus sur la même plateforme, il sera réutilisé par quelqu'un, et puis le faire réparer. Mon iPhone, j'ai déjà fait réparer 3-4 fois. Et avant, j'avais un iPhone 5 que j'ai gardé 5 ans et que j'ai dû probablement faire réparer 15 fois.
À la fin, c'était vraiment plus possible. J'étais obligé de changer, mais voilà, c'est des gestes tout bêtes qui en fait ont un impact énorme et qui sont extrêmement concrets. J'ai participé à une conférence une fois avec Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, et qui avait un mot très beau. Elle disait: il faut connaître la vérité écologique des technologies. J'aime beaucoup cette expression, cette injonction, connaître la vérité écologique des technologies. Comment on fait pour la connaître? Parce qu'on parle de questions minières, énergétiques, qui sont souvent qui se trouvent au-delà de nos frontières. Moi, j'aime bien me référer au MIPS, le Material Input per Service Unit. C'est un mode de calcul qui a été développé en Allemagne par l'Institut Wuppertal et qui consiste en fait à vous dire pour combien de matière a été déplacée pour fabriquer un téléphone portable. Donc c'est un ratio entre la matière qui a été mobilisée en amont pour arriver à un produit fini. Et en fait, je crois qu'un téléphone portable, vous avez 600 fois plus de matière qui est mobilisée par rapport au poids final de votre téléphone. Donc pour un téléphone de 150 grammes, vous avez 70 kg, 80 kg de matière qui a été mobilisée. Est-ce que c'est pas ce MIPS, ce ratio-là qu'on devrait mettre au dos des téléphones portables au moment de l'acte d'achat? Est-ce que le consommateur il devrait pas avoir conscience de son MIPS, du MIPS du téléphone qu'il achète? Et peut-être d'aller vers un téléphone qui est le moindre MIPS possible et de comprendre que si jamais il achète d'occasion ou revend pour son téléphone qui sera ensuite réacheté d'occasion, et ben en fait il va considérablement impacter le ratio, ce MIPS, qui quand vous l'avez entre les yeux est absolument affolant et vous fait prendre conscience que le digital est profondément matériel. Voilà, ça fait quelques idées par-ci par-là. Dernier point, Laurence Vanin, moi je vous invite, suite à votre propos sur les robots, il faut revoir cette émission, cette série qui s'appelait Real Humans sur Arte. Dommage qu'il n'y ait eu que 2 saisons, où on ne sait plus trop à la fin qui sont les hommes et qui sont les robots. Et ça se passe dans un monde dystopique où en fait, au départ, on les voit, ils sont assez bien distingués, et puis au fur et à mesure qu'on avance vers la 2e saison, en fait, à la fin, on ne sait plus qui est qui. Et c'est hyper intelligent et hyper intéressant. Il faut avoir... C'est une question de salubrité publique d'avoir vu cette série pour comprendre le monde interconnecté humain-robot vers lequel on va. Tout à fait. Moi, je pense même qu'on va vers une éthique des objets connectés, parce que quelque part, il y aura une revendication du robot à avoir certains droits. Et puis, quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, dans quelque temps, les humains seront connectés aux objets, c'est-à-dire que les objets eux-mêmes nous permettront de nous remettre à jour, en quelque sorte, ou en tout cas de réactualiser nos programmes internes à l'insu de notre conscience. Ce sont des grands sujets, ça aussi, ce qui va se passer dans notre inconscient physique du corps à partir de ces nanotechnologies qui seront, placées dans le corps humain. Et ce sont effectivement des grandes questions. Et je pense aussi que la fabrique des objets, donc ça rejoint le monde aussi de l'entreprise, et puis ce que vous venez de nous dire, Guillaume, c'est vrai que l'obsolescence des objets, la façon dont on fabrique l'objet, ça va déterminer aussi la façon dont on va le consommer. Et peut-être que jusqu'à présent, on voulait l'objet de mode, qu'on pouvait échanger régulièrement. Et peut-être qu'en changeant un peu les valeurs ou les pensées des humains, justement, garder très longtemps son smartphone, ça sera à la mode demain. Et c'est ça qu'il faut peut-être repenser, nos conduites, nos usages, nos manières de pratiquer les choses, et surtout un droit à la déconnexion. Je pense qu'il faut qu'on ait le droit de déconnecter. On est tous avec nos web, et c'est vrai qu'on a fait des progrès, des bons énormes en quelques mois en pratique de réunions qui ne sont pas en présentiel, comme on aime à le dire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a un droit à la déconnexion pour aller voir un peu dans la nature ce qui s'y passe et rompre avec l'ordre des technologies, même si après la technologie nous rend de grands services. Oui, je pense que la technologie, est-ce qu'elle n'est pas aussi utile, Marion, pour essayer de limiter les disparités entre les populations, entre les citoyens? Et vous parliez tout à l'heure d'éducation et de médiation. On a vu que la technologie et l'éducation, ou en tout cas l'information, faisaient plutôt bon ménage. Qu'est-ce que vous en pensez? On retrouve quand même dans les technologies, que ce soit dans leur conception, dans leurs usages, ou dans le domaine du numérique de manière plus générale, finalement, on va quand même retrouver les mêmes disparités de genre que dans d'autres secteurs, que dans la société de manière générale, voire parfois plus marqué aussi parce qu'avec le numérique, on est sur un domaine, comme le disait tout à l'heure Laurence Vanin, comme c'est technique, c'est rattaché aux sciences et techniques,
on va souvent le percevoir comme étant un domaine masculin. Donc je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de prendre en compte les enjeux de genre, mais pas seulement, les discriminations de manière plus générale. Il y a aussi toutes les questions de handicap, de classe sociale, d'origine ou de couleur de peau qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans le domaine du numérique. Et je pense que justement, il ne faut pas tomber dans cette idée que parce que c'est un objet, il serait neutre. Au contraire, la technologie, le numérique, ce sont des outils qui ont été produits par des humains dans un contexte social bien précis, par des personnes avec une identité sociale bien précise et qui elles-mêmes ont déjà une image et des attentes vis-à-vis des futurs usagers et usagères du service et qui sont largement marqués par des stéréotypes de genre notamment. Oui. C'est ça que j'ai étudié. Mais du coup, est-ce que c'est pas non plus parce que si on garde une certaine maîtrise de la technologie, est-ce que c'est pas justement un outil, et vous parliez là des différenciations de genre, pour essayer justement de mettre sur la même échelle, en fait, grâce aux outils numériques, les différents interlocuteurs et ne pas tomber dans le stéréotype de son interlocuteur, du salarié qu'on veut recruter. Voilà, est-ce que cette technologie, elle peut pas permettre ça aussi, justement, de niveler quand c'est pertinent, évidemment, et de niveler par le haut, je l'espère, mais en tout cas... il me semble, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me semble possible. On peut tout à fait, effectivement, on peut s'approprier des technologies pour justement essayer de favoriser certaines approches. On en avait parlé ensemble, mais j'ai été membre d'un hackerspace féministe pendant longtemps, où justement notre enjeu, c'était de nous emparer des technologies, de nous approprier des technologies de manière collective et autogérée pour favoriser des usages et favoriser des identités qui d'habitude ne sont pas représentées dans le milieu des technologies et dans le numérique. Et vraiment dans l'idée de construire des apprentissages et des savoirs communs. Et vraiment dans cette idée de refuser l'idée qu'il y aurait un sachant et des apprenants ou des personnes qui, comme elles ne savent pas, laissent faire les autres, mais vraiment d'envisager ça comme quelque chose de collectif. Et là, pour le coup, vraiment, la technologie, c'était ce qui nous permettait de faire du commun et de nous regrouper autour d'un projet qui nous intéressait toutes et tous. Si je prends l'exemple de Mickaël avec ta solution de sauvegarde, aujourd'hui, alors sans critiquer quoi que ce soit, mais on va avoir l'usage du stockage de données en data center. Eh bien, cette technologie que tu développes aujourd'hui, elle nous permet de stocker ces données de façon certainement plus vertueuse pour l'appropriation de cette ressource qu'elle représente, mais aussi de limiter de fait l'impact sur l'environnement, puisque tu fais appel à des serveurs qui sont déjà existants et que tu vas occuper en fait. Donc en termes d'alimentation énergétique, j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est évidemment de... Alors déjà, nous, on prône le plus possible le réemploi de matériel existant, en effet. Donc, ça part du principe de bon sens. Enfin, le stockage de données en lui-même ne suppose pas de ressources matérielles très importantes et qui soient extrêmement performantes ou quoi que ce soit. Le stockage est une opération relativement facile à faire, si je puis dire. Donc en effet, on peut réutiliser des disques durs, des machines qui ont plusieurs années sans que ça pose de problème particulier. D'autant plus que, comme on est dans cette logique de redondance de l'information sur d'autres serveurs qui existent déjà eux aussi, eh bien on est sûr que les données ne soient pas perdues, quand bien même le matériel viendrait, lui, à disparaître ou à tomber en panne de façon définitive. Donc en effet, ça va complètement dans le sens
voilà, de cette technologie qui permet aussi d'innover au service enfin en tout cas qui limite l'impact sur l'environnement d'une solution qui est utilisée aujourd'hui. On essaie humblement, en tous les cas, d'améliorer ce que l'on peut à notre niveau. Oui, c'est un exemple. Sur cette question du stockage de données. Alors j'ai une question qui devrait pouvoir t'intéresser, qui m'arrive. Pourrait-on avoir un data center géré par Poitiers ? Alors, il doit y en avoir. Déjà, je pense. Je ne sais pas si c'est géré par Poitiers au sens de l'institution ville de Poitiers. Ça, je ne sais pas si c'était le sens de la question. En tous les cas, il y a des data centers sur la ville de Poitiers, des petits data centers. En tous les cas, si je reviens à notre exemple, donc on est une entreprise Poitevine et on se veut développer cette forme de centre de données décentralisé, donc un data center. Et donc, à terme, dans nos projets de développement, c'est en effet, à partir du moment où on aura stocké des données pour beaucoup de gens, et on aura aussi beaucoup d'espace disponible, c'est de pouvoir affronter ce cumul, en fait, à avoir une forme d'abstraction, en fait, de l'ensemble de ces petits serveurs qui sont répartis un peu partout pour en faire qui puissent être interrogés comme un vrai data center, comme on pourrait déjà les connaître aujourd'hui. Est-ce que sur la question que je vous ai posée, sur laquelle je vais revenir, qu'est-ce qui pourrait faire de Poitiers une ville particulièrement engagée sur le numérique responsable, selon vous ? Et là, je ne nomme personne et j'espère que tout le monde... Des choix, bien sûr. C'est ce qui peut faire, c'est comment vont s'emparer de cette question-là nos élus. On les a élus pour ça. Et puis, moi, j'ai le sentiment qu'à travers ce qu'on a pu dire, on a parlé bien sûr de numérique, mais on a parlé de beaucoup de valeurs éthiques, de choses qui transcendent un petit peu tout ça, qui sont quand même bien au-dessus de ça et qui dépassent le cadre technologique à proprement parler. On est dans des questions de choix, de société vraiment qu'on veut avoir ou pas. Donc c'est des questions donc pour lesquelles les élus ont toute la légitimité, puisque justement ils nous représentent encore plus peut-être que des techniciens qui ont des compétences, qui ont des savoir-faire. Mais là ici ça dépasse le cadre simplement technologique. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on veut faire de ces usages, de ces technologies, qu'est-ce qu'on en attend. Ouais. Ça rejoint ce que vous disiez, tous les trois, Marion, Guillaume et Laurence, le rôle du politique, que ce soit sur le fait de légiférer dans le cadre du droit du travail, sur le fait de choisir de relocaliser certaines entreprises, ou de donner vie à cette ville et à l'ensemble de ce qui la compose. Oui, je pense qu'il y a de l'ouverture. Il faut penser à la transparence, que l'objet technologique ne soit pas simplement une zone d'opacité. Et puis, bien sûr, les politiques doivent prendre en charge ces sujets, mais je pense qu'ils sont déjà engagés dans ces démarches-là. Nous, à Nice, le maire de Nice, M. Estrosi, est extrêmement engagé. La région aussi. Bon, les villes, enfin, les politiques sont assez tournés et versés sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la diversité des citoyens qui peuvent s'emparer de ces questions, être un vivier aussi de porteurs de suggestions, parce qu'au cœur des quartiers se déroulent des choses dont parfois le politique est un peu détaché. Et puis, les idées ne doivent pas être confiées uniquement au secteur de l'ingénierie. Je pense que ce qui est utile aussi, c'est de penser à cette richesse de l'humanité qui fait qu'il y a aussi des littéraires, il y a aussi des artistes, il y a des paysans qui ont le bon sens de la terre. Et je pense que la Smart City ne peut fonctionner que si on intègre tous, y compris, on a peu parlé des personnes souffrant de handicap, mais c'est aussi l'opportunité de rompre avec certaines vulnérabilités et de pouvoir en accentuer d'autres. Donc, il faut avoir toujours ce cursus de vigilance et en même temps impliquer la population dans les choix à venir, parce que ça va concerner des hommes et des femmes qui sont amenés à vivre
en collectivité dans la cité, et puis ne pas oublier que la Smart City, c'est rompre aussi avec les silos d'une certaine manière et penser aussi à l'horizontalité. Et cette horizontalité nous rappelle qu'il y a aussi des territoires, que les territoires, c'est pas simplement des grandes villes, et qu'il y a beaucoup de petits villages, de villes de moyenne taille, on va dire, qui sont aussi concernés par la Smart City, la le fait d'amener du digital, et surtout aussi parce qu'il y a des endroits où on est en handicap numérique parce qu'on n'a pas accès à la connexion. Et c'est des choses qu'il faudra aussi intégrer dans tout ça. Et puis le désert, on pensait à ce désert des campagnes ou autres, mais depuis quelque temps, avec la Covid, beaucoup ont voulu quitter les villes et renouer avec la nature. Donc, il ne faudra pas oublier aussi les choix des hommes et ne pas forcer exclusivement à l'orientation qui conduit à être que des êtres connectés, parce qu'on devient des no-life. Et quelque part, il faut aussi s'impliquer dans ce rapport à la nature et les vivants en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a aussi des animaux, il y a des êtres qui sont des végétaux, qui sont pleins de vie. Et je crois qu'il faudra aussi intégrer dans les projets Smart City tout cet écosystème et penser ces smart villages. Moi, j'aime à les appeler comme ça, parce que je pense que les habitants des campagnes et des zones un peu plus reculées dans les campagnes ont de belles choses à suggérer, et que justement le numérique pourra leur rapporter beaucoup de confort dès lors qu'on ne va pas mettre uniquement des cabines de médecins sans médecins. Il faudra aussi qu'il y ait toujours un humain pour pouvoir être encore un agent de relation entre la machine, la technologie et la personne qui doit consommer ou qui se sert de l'objet comme d'un usager, on va dire, qui n'est pas forcément initié à ces techniques-là. Merci beaucoup Laurence, parce que je trouve que c'est une conclusion absolument parfaite. Peut-être si Guillaume, Marion ou Mickaël, vous voulez un petit mot de la fin. Rien de particulier. Je pense que vous avez posé la question à laquelle je réponds par la même manière. Éducation, technologie, et puis réemploi, réparation, recyclage. Je pense que ce sont des gestes très concrets et qui ont un impact très fort. Et je pense que là-dessus, Poitiers peut se démarquer. Oui, je partage cet avis. Éducation, médiation, alternative aussi. En plus, il y en a déjà certaines qui existent. Je pense à la boîte à vélo par rapport à la livraison à domicile. Et puis, effectivement, favoriser des espaces de réparation, de réemploi, vraiment des espaces aussi d'apprentissage des technologies pour qu'on puisse faire soi-même. Et puis enfin, peut-être aussi penser ses propres infrastructures, ses propres services, ses propres usages pour essayer justement de concevoir peut-être une autonomie plus grande dans les infrastructures de la ville. Merci Marion. Mickaël ? Oui, au risque de paraphraser un petit peu tout ce qui vient d'être dit, je serais tenté de faire un peu ces mêmes conclusions qui me paraissent pleines de bon sens. Moi, je note, j'apprécie cette idée d'aller au-delà de la technique. Le numérique, c'est pas que de la technique, c'est aussi beaucoup de choix qu'on doit faire collectivement. Ouais. Merci à tous les quatre. Merci à la ville de Poitiers pour nous avoir permis d'échanger sur ce vaste sujet. Et la troisième table ronde se déroulera bientôt. J'ai plus la date, le 3 juin. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.